dans cette première partie qui va se concentrer sur la jeunesse des frères Dardenne, la naissance des cinéastes et leur premier pas dans le documentaire, on va aussi vous expliquer un petit peu notre démarche, même si Guillaume l'a quand même résumé. Ce qu'on va vous proposer, c'est une exploration chronologique et thématique de la filmographie de ces deux frères belges. Et donc le principe sera de construire le dossier au fur et à mesure. C'est-à-dire que nos recherches et analyses vont se faire chronologiquement au fil des semaines, au fil des découvertes ou redécouvertes des films, pour aboutir sur, comme tu le disais, des conférences. Et donc, ensemble, on va construire les réflexions au plus près des films. Puisque c'est chaque semaine qu'on va revoir les films, qu'on va travailler dessus, qu'on va les analyser chronologiquement, mais avec à chaque fois des entrées thématiques. Donc par exemple, cette semaine, l'entrée thématique, c'est la jeunesse et les premiers pas dans le documentaire. Voilà, c'est là-dessus qu'on se concentre. Et aussi ouvrir sur, finalement, qu'est-ce que c'est que le cinéma des frères Dardenne, puisque c'est vraiment ça qu'on va rechercher. Puisqu'on va tenter, à travers ce travail, de dégager des récurrences, de comprendre et décortiquer le style, les thèmes et les paradigmes essentiels du duo, dans une logique qu'on va dire autorisante. C'est-à-dire qu'on va partir du principe, qui ne va pas de soi, que les auteurs qui sont maîtres de leur film laissent une trace de leur vision du cinéma à travers l'ensemble de leur travail, de leur œuvre. Donc on part vraiment de cette idée qu'à travers l'exploration du cinéma des frères Dardenne, on peut comprendre le cinéma et même plus largement la vision du cinéma des frères Dardenne. Ça va évidemment s'accompagner aussi de quelques lectures. Donc à partir de là, on voit l'œuvre avec un grand EO, en quelque sorte, comme un tissu cohérent. C'est-à-dire que chaque film est la pièce d'un ensemble, et nous considérons l'objet film dans son unicité, mais pour comprendre cet ensemble. C'est-à-dire qu'on ne va jamais isoler le film tout seul pour comprendre les Dardennes, ça ne servira à rien. On va prendre l'objet film en le replaçant dans l'ensemble, et c'est à travers l'étude des films que nous tenterons d'éclairer leur cinéma. Alors, pour rentrer dans le cinéma des frères Dardenne, je vais faire quelque chose que on fait très souvent quand on essaye de rentrer dans quelque chose, c'est-à-dire chercher un article encyclopédique. Et donc je vais vous lire un extrait de l'article de l'encyclopédie Larousse de 2012 et l'entrée qui parle des frères Dardenne. Alors ça dit, les Dardennes sont en effet reconnus comme ceux qui ont renouvelé l'esthétique et la narration grâce à un style concret, épuré et loin des facilités. Caméra à l'épaule ou au poing, suivant au plus près les visages crispés et les corps en mouvement, de longs plans séquences dilatant la durée, captation de gestes et de nervosité, moments de vide, d'irritation, voire de frustration, absence de plage musicale, silence, choix d'acteurs non professionnels ou méconnus. Alors ce qui est très étonnant déjà dans cet article de dictionnaire, c'est qu'il est assez subjectif. On a déjà vraiment de l'analyse du cinéma des frères Dardenne, mais une analyse, je dirais, très insuffisante et surtout assez biaisée. Et un de nos buts dans ce cycle, ça va être de tenter de démonter beaucoup d'idées reçues, enfin, on va essayer du moins quelques idées reçues, en allant justement au fond des films et de la logique globale qui fait la richesse de l'œuvre des frères Dardenne. Alors, nos principaux axes d'étude vont donc être de prendre en considération un style particulier, le style des frères Dardenne, les recherches esthétiques. Par exemple, Luc Dardenne, dans Au dos de nos images, premier volume, qu'on utilisera beaucoup dans les premières chroniques, dit qu'il veut faire du cinéma à la brosse et non au pinceau. On a déjà une métaphore qui donne une idée de l'orientation du cinéma, là où ils veulent aller avec leur cinéma. Mais également le rapport au réel et aux questions documentaires, qui est très souvent, je trouve, très très mal traité, assez mal interprété, surtout le rapport au documentaire. Et on va le voir justement avec les documentaires qu'ils ont fait dans quelques instants. Des thèmes qui reviennent beaucoup, notamment par exemple les relations d'adulte à enfant, c'est-à-dire être père ou mère, être fils. C'est des choses qui fascinent les frères Dardenne dans beaucoup de films et même dans leurs titres. On pense à Le Fils, l'enfant, le gamin à vélo. Voilà, c'est des choses qui font partie de leur cinéma et qui est centrale. Et donc tout ça permet de considérer finalement l'importance des frères Dardenne dans l'histoire du cinéma. C'est-à-dire aussi bien de les placer dans un héritage, de comprendre d'où ils viennent, mais aussi de considérer ce qu'ils créent de nouveau. C'est-à-dire les inventions formelles et les inventions cinématographiques qui vont les inscrire dans ce grand mouvement qu'on appelle l'histoire du cinéma. Alors, dans cette première partie, voyons de façon très basique cette naissance
de frères cinéastes. Et ça, c'est pas anodin du tout de parler de frères cinéastes. Et ça, c'est très très rare dans le cinéma. On peut citer les frères Cohen, les frères Puisseur-Wachowski, puisqu'ils ont récemment tous les deux changé de sexe, les frères Farrelly aux États-Unis, ou pour revenir en Europe, les frères Larieux. Et cette dimension de frères cinéastes a une vraie incidence sur la façon de travailler et penser leur cinéma. Et c'est aussi ce qui en fait une des caractéristiques assez uniques et assez fascinantes. Et par exemple, pour citer Luc Dardenne, il écrit ça dans Au dos de nos images, il dit « Si j'écris ces notes, donc ce qu'il écrit dans le livre, à la première personne du singulier, je sais qu'elles sont écrites à la première personne du pluriel. Mon frère, je ne pourrais pas faire ce film sans lui, et il ne pourrait pas le faire sans moi. Ces questions sont les miennes. Souvent, ce sont elles qui me poussent à écrire ces notes comme le transcripteur d'une réflexion, d'une pensée partagée. C'est la même chose pour le scénario. Je tiens la plume, mais elle écrit à deux mains. » Voilà, je trouve que c'est assez fascinant de voir la façon dont les frères Dardenne travaillent de façon indissociable et de voir comment la pensée, sans être robotisée, va s'uniformiser dans un travail à quatre mains, un travail de frères. Et ça, c'est des choses, évidemment, qu'on verra, notamment pour leur fiction et la manière dont ils travaillent la réalisation et le scénario, puisque c'est vrai que ça met un petit peu mal aussi la logique des auteurs, où on veut toujours assimiler un style particulier et un travail esthétique qui est lié à une pensée à un réalisateur. Et là, les frères Dardenne travaillent véritablement à deux. Tout bêtement, penchons-nous un petit peu sur la chronologie des frères. Alors Jean-Pierre Dardenne est né le 21 avril 1951 à Angis, et Luc Dardenne est né le 10 mars 1954 au Zaouïr. Je pense qu'on dit comme ça. Alors, ils sont les enfants de Lucien et Marie-Josée Dardenne, et donc les deux frères vont grandir dans la banlieue industrielle de Liège, à Seraing. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas anodin pour l'ensemble de leur film, et encore moins pour les premiers documentaires, on le verra. Évidemment, on peut se dire que ce décor de vie de banlieue industrielle va vraiment imprégner leur imagerie, et c'est le cas. Et Luc Dardenne va notamment déclarer « Angis a longtemps été le village le plus pollué d'Europe. Dans les années 1930, 3 personnes y sont mortes d'intoxication. » Sartre le mentionne dans Critique de la raison dialectique comme une illustration des contradictions du capitalisme. Les gens du village se sont énormément battus pour améliorer leurs conditions de vie. Donc, d'un point de vue purement biographique, c'est intéressant de voir que l'endroit dans lequel vont grandir les frères Dardenne va véritablement être une sorte de matrice pour tout un développement d'imagerie, de thématiques et surtout de questionnements et d'enjeux narratifs aussi. Alors c'est en tant qu'étudiant en art dramatique à l'Institut des Arts de Diffusion de Bruxelles que Jean-Pierre Dardenne rencontre Armand Gatti, qui est un poète, auteur, dramaturge, metteur en scène, scénariste et réalisateur, qui va l'influencer et lui permet de débuter dans la réalisation en lui proposant de devenir l'assistant de ses expérimentations, de ses expériences théâtrales. Et il va également du coup proposer à son frère, Luc, de participer à ce programme. Et c'est donc ce qui va lancer les frères Dardenne un petit peu dans la réalisation. Et c'est très important parce que quand on les écoute parler, quand on les écoute en interview, Armand Gatti revient toujours comme le mentor. C'est vraiment le mentor des frères Dardenne. C'est celui qui les a lancés dans le cinéma. Donc on essaiera peut-être de se pencher un petit peu sur le travail d'Armand Gatti, voir ce que les frères Dardenne, au-delà de la dimension humaine, ont pu tirer de l'œuvre d'Armand Gatti, peut-être une certaine inspiration. Alors, le début d'une carrière documentaire se fait à leur jour, à la fin de leurs études, vers la fin des années 1970. Et donc Luc, lui, de son côté, faisait des études en philosophie. Et donc ils vont tourner des vidéos militantes, beaucoup au début sur des interventions et des luttes dans des cités ouvrières qu'ils vont financer. Leurs petits films, ils vont les financer grâce à des petits emplois dans une centrale nucléaire. En tout cas, c'est ce qui ressort. On sait qu'ils auraient travaillé tous les deux dans une centrale nucléaire. Et donc, l'art filmique et les aspects sociaux de la vie qu'ils vont tenter de filmer se rencontrent donc dans ces petits projets qui relatent le passé proche de la vie ouvrière aux alentours de Liège. Et ces petits films, ils vont les diffuser directement dans les cités. Ces deux éléments, donc de documentaire et de raconter des vies, sont à la base de leur cinéma, qui est à l'époque très engagé, qui le restera toujours d'une certaine manière, qu'il soit du côté de la fiction ou du documentaire. Soucieux de bénéficier du coup de structures qui leur permettraient de lier leur indépendance, leur engagement social et leur cinéma, qui devient très vite assez singulier, les deux frères vont créer en 1975 la maison de production Dérive, qui va se lancer dans le financement d'une 50aine de documentaires. Et donc cette maison de production va rester active très longtemps dans la région de Liège. Parmi ces films qui sont restés,
de cette époque. On va se concentrer donc sur les 2 premiers films des frères Dardenne qu'on connaît. Alors, il y en a un autre qui s'appelle Le Chant du Rossignol, je crois, mais qui est un film invisible aujourd'hui, qui ne fait pas partie, par exemple, du coffret le plus complet des frères Dardenne qui existe. Donc, c'est un film qu'on va mettre de côté, en tout cas pour l'instant, tant qu'il n'est pas visible. Et donc, on va se concentrer sur les 2 premiers documentaires des films des frères Dardenne, pardon, et des documentaires significatifs de ce début de carrière, justement, et des films qui ont été diffusés à la télévision belge. Alors, on va les mettre un peu ensemble, ces 2 films, puisqu'ils présentent des paradigmes assez similaires. C'est-à-dire qu'on est face à des documentaires hybrides, mais tous les 2 sur le thème de la Belgique ouvrière et des révoltes qu'elles ont pu entraîner. On peut vraiment considérer ces 2 premiers films comme des sortes de matrices de leur travail fictionnel qui fera suite, mais on peut également y relever des réflexions formelles et esthétiques assez intenses sur la question documentaire. Qu'est-ce que c'est que le documentaire au fond ? En 1979, on a donc Lorsque le bateau de Léon M descendit la Meuse pour la première fois. C'est le nom du film. Très didactique, qui peut donc laisser penser à un documentaire très didactique. Et pas du tout. C'est un film qui se concentre sur la grève qui paralyse la Belgique durant l'hiver 1960. Et donc on a une reconstitution hybride, faite de témoignages, d'images d'archives et aussi de mise en scène. Beaucoup d'images de nature différentes mélangées, qui tentent de reconstruire l'histoire ouvrière qui est en lambeaux. Une histoire véritablement presque dans l'oubli. Et donc ils vont suivre le fameux Léon M, qui est un acteur majeur de cette révolte à l'époque, et ils vont remonter métaphoriquement le fleuve de la Meuse, donc, tandis que les cinéastes remontent le fil de l'histoire. C'est-à-dire que Léon va remonter le fleuve avec son bateau, tandis que les frères Dardenne remontent le fil de l'histoire ouvrière. Et donc les 2 traversées sont incertaines, et le récit de la voix off fait part de cette incertitude. Où est-ce qu'on va ? Pourquoi on y va ? Est-ce que l'histoire pourra être construite ? Et comment l'histoire va avoir un impact ? Puisque le centre du film, c'est vraiment une interrogation sur les images d'insurrection, des images de révolte, et donc beaucoup d'images d'archives de ces révolutions ouvrières, et surtout leur impact temporel. C'est-à-dire quels impacts ces images vont avoir aujourd'hui. C'est pour ça que le film questionne véritablement le temps et le mal que le temps fait aux idéaux. C'est-à-dire que c'est un film du souvenir et du ravivement d'une flamme. Cette flamme, évidemment, c'est la flamme de la révolution ouvrière. On a un vrai regard sur le passé, avec les témoignages, un regard sur le présent, c'est-à-dire filmer une métaphore, on filme la métaphore au présent, c'est-à-dire où en est l'histoire aujourd'hui, mais on a également un regard sur l'avenir, notamment avec les essais formels sur lesquels on va revenir, proches de l'expérimental, qui traduisent cette effervescence et cette envie de mouvement perpétuel vers un avant, vers une fuite en avant assez incertaine, et toujours en construction, comme le film en construction. Et dans le film, c'est marquant puisqu'à un moment, les Dardenne vont montrer la salle de montage. Ils vont se montrer dans la salle de montage en train de manipuler les images, en train de travailler de façon assez charnelle sur les images. Charnelle dans le sens où le travail se fait vraiment directement sur les images flexibles, les images qu'on va travailler. Et des images de différentes natures, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, a priori. Des images qui constituent ce fameux vestige du temps, qui, une fois montées ensemble, vont retrouver une puissance sémantique. C'est-à-dire qu'une fois mises en relation, les unes avec les autres, ces images vont trouver un sens narratif, un sens esthétique et historique dans le film. Le montage devient donc véritablement le moyen de faire renaître l'histoire. Et le documentaire, et c'est là au fond où est le questionnement documentaire, c'est comment avec le montage d'un film, on va recréer et faire revivre l'histoire. Et c'est des questionnements qui vont se prolonger dans le deuxième film, réalisé en 1980, donc un an après, film qui s'appelle « Pour que la guerre s'achève, les murs devaient s'écrouler ». Un film qui va suivre le personnage ou la personne d'Edmond, qui témoigne de ce que la fabrication d'un journal ouvrier clandestin, toujours dans la région de Serein, ça se concentre sur à peu près la même période que le premier film, et donc qu'est-ce que la construction de ce journal lui a apporté. Donc à travers ça, on peut voir que la petite histoire rencontre la grande, c'est-à-dire qu'au-delà des transformations sociales que vont entraîner ces révolutions et la construction de ce journal totalement clandestin, on a vraiment une élévation intérieure qui transparaît à travers ce film. C'est-à-dire que Edmond, en faisant le récit d'une insurrection, se fait le témoin d'un vrai parcours intérieur, presque malgré lui. Et ce film, encore plus que le premier, nous montre de véritables essais formels, qui sont vraiment proches du cinéma expérimental. C'est assez audacieux et en même temps assez naïf. Mais
ça a le mérite de rendre le propos des frères Dardenne très clair et parfaitement lisible. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en place une sorte d'analogie purement audiovisuelle, assez littérale, entre la guerre armée et le déploiement d'un journal ouvrier révolutionnaire. C'est-à-dire qu'ils vont nous montrer des images du journal en fabrication qui vont être associées à des sons de combat et armes, des explosions, des coups de feu. Et donc, à travers ce geste de cinéma, d'associer des images et des sons qui a priori n'ont rien à voir, mais une fois mis ensemble vont trouver un nouveau sens aux yeux du spectateur, c'est-à-dire qu'on nous montre la fabrication du journal comme une vraie bataille, eh bien, ils vont faire de ce geste ouvrier une guerre d'idées concrète cinématographiquement. C'est-à-dire qu'une fois mise en image, cette guerre devient concrète, ça devient une vraie bataille. Pas que morale, mais une vraie bataille d'idées. Et donc la reconstitution documentaire, par ce jeu de sons et d'images, actualise le combat et le concrétise. Alors, si on doit synthétiser un petit peu ces deux films, on a véritablement deux œuvres sur une révolte ouvrière belge des années 60, de façon très didactique au premier abord. Mais au-delà de ça, le film montre bien le regard sur le monde et le caractère subjectif du documentaire que vont apporter les frères Dardenne, sans jugement moral, mais un vrai regard socio-philosophique sur le monde observé dans ces documentaires. Au-delà de tout ça, on a un vrai questionnement sur l'histoire et la place de l'image dans sa survivance et son déroulement même. Comment l'image, même du passé, peut influencer l'histoire, même quand elle est encore en mouvement. On a donc vraiment des documentaires hybrides avec un jeu de reconstitution qui est par exemple révélé au détour d'une espèce de méta-réflexion dans Pour que la guerre s'achève, où on va voir les frères Dardenne en train d'expliquer à Edmond qu'est-ce qu'il doit dire, comment il doit se présenter. Donc on a déjà un travail fictionnel. Et donc tout ça témoigne aussi des jeux formels que mettent les frères Dardenne en place dans ces films. On a donc des vraies réflexions sur des questions esthétiques, documentaires, et en même temps des révélations des désirs de fiction des frères Dardenne déjà à cette époque. Mais pas une envie d'écrire des fictions, mais la fiction comme clé de voûte de l'écriture documentaire. C'est-à-dire se faire rencontrer et fusionner les formes et les genres pour rendre vivant l'histoire et ses acteurs. La vie et même le mouvement humain et son potentiel comme puissance filmique sont donc au centre des questions de cinéma des frères Dardenne. Et même plus, ils vont véritablement se poser la question de que signifie être humain dans le monde occidental contemporain. On a donc vraiment l'élargissement des thématiques qui vont devenir centrales dans leur filmographie. Et ces deux films qui amorcent une étude presque empirique sur la société, des liens à faire entre le cinéma des frères Dardenne et les sciences humaines deviennent donc presque pertinents. Et ça, on essaiera de le développer au fil des semaines. Et on a donc vraiment la naissance d'un cinéma qui construit une pensée sur l'homme et sa place dans le monde. Et ça, c'est très visible dans ces deux premiers films que je vous invite vraiment à voir, qui sont la matrice d'une filmographie de la recherche qui va se construire par la suite. Le cinéma des frères Dardenne, c'est véritablement un cinéma de la recherche. Et je vais juste terminer cette première partie en vous lisant un extrait de Au dos de nos images, le premier volume qui s'étend de 1991 à 2005, qui est une sorte de journal intime. Et ça nous permettra d'ailleurs de faire un lien entre le cinéma des frères Dardenne et le cinéma de Robert Bresson, et même la littérature du coup, parce que Robert Bresson lui-même, dans évidemment Notes sur le cinématographe, fait une sorte de journal intime de pensée sur le cinéma, et le livre des frères Dardenne est un petit peu ça. Et je vais vous lire un extrait qui, je trouve, rend très bien compte de la façon dont les frères Dardenne ont envie de construire leur cinéma dès les années 90, puisque le texte date de 92. Alors, Luc Dardenne écrit donc « Inventer des rapports entre personnages qui soient la radicalisation de ce que la réalité propose. Nous devons pousser au plus loin notre refus d'esthétisme. Ne pas prendre d'acteurs connus sera déjà une première façon d'éviter la méprise du spectateur. On ne doit pas sentir la remédiation par le décor, l'acteur, la lumière, etc. Il faut que tous ces éléments soient fondus dans un même sentiment, une même impression de vie brute, sans après, qui se déroule devant la caméra, mais qui aurait pu se dérouler en l'absence de celle-ci. La caméra cherche à suivre, n'attend pas, ne sait pas. »